normalement, c'est le moment où je pleure. C'est vrai. Personnellement, je trouve Requiem for a Dream un peu trop. Bourrin, on va dire. Enfin, ça m'empêche de trop m'impliquer émotionnellement, parce que j'entends Darren Aronofsky qui voudrait me forcer à pleurer. Ah oui? Bon, certaines scènes sont assez lourdes, si l'on peut dire. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de film coup de poing. Parce que, qu'on aime ou non, on peut dire qu'à la fin de Requiem for a Dream, on a l'impression d'avoir l'estomac compressé comme si on s'était amusé à cogner notre abdomen. Bon, ça, je peux pas te donner tort. Mais pourtant, c'est dans les moments de subtilité que Darren Aronofsky arrive à toucher et à faire de son film quelque chose de grand, qui est plus que l'effet d'un videur de boîte de nuit qui te secoue durant 5 minutes. La subtilité dans ce film vient d'ailleurs en général de la mère d'Harry, jouée par l'incroyable Ellen Burstyn. L'une des scènes les plus calmes entre guillemets de l'intrigue est lorsque son fils vient la voir et qu'elle pleure en lui expliquant qu'elle se sent vieille et seule. Pas besoin de musique ou de shaky cam, juste un gros plan sur un visage esselé, et ça suffit en fait. Oui, mais est-ce que cette subtilité aurait tant d'effet si ce qui l'englobait n'était pas aussi agité? Genre, regarde ce plan par exemple. Il arrive à la fin du film, après la grande scène de choc. Qui reste brillante malgré tout, avec un montage nauséeux et percutant, des images crues d'orgies, d'électrochocs, et des musiques de Clint Mansell qui atteint son apogée avec des terribles notes grinçantes. Bon, cette scène marque, c'est clair. Mais moi, ce dont je me suis souvenu à la fin de mon premier visionnage, c'est ce plan. C'est à ce moment que j'ai saisi tout le drame du film. Faut dire que tout est fait pour émouvoir dans ce plan. Il commence avec un gros plan sur le personnage joué par Jared Leto et presque un silence. Puis il persiste quelques notes de fond assez angoissantes mais suffisamment discrètes pour ne pas plonger le plan dans une atmosphère juste malaisante. Et là, le visage de l'acteur se tord littéralement de souffrance. Il ne s'agit pas d'un sanglot cinégénique, il n'est plus beau à cet instant. Il grimace entièrement dans sa peine. Et alors qu'il s'abandonne, la musique revient, mais plus calme, plus lancinante. Toujours sinistre, mais aussi très triste, je trouve. Ça doit être les violons. Plus que les violons, c'est les notes graves et lentes. Ça rappelle la mort en un sens. De toute façon, je trouve que la musique est le vecteur de tout ce plan. Voire même de tout le film, car Requiem for a Dream est aussi devenu culte grâce à sa partition. Ici, comme tu dis, la musique démarre plus forte, avec les larmes d'Harry Goldfard, mais elle semble accompagner le mouvement de la caméra. Avec les longues notes commence la lente ascension. Alors que Jared Leto était filmé bien de face, en plongée, la caméra se désolidarise au rythme de la musique en s'élevant vers le plafond, puis recule jusqu'à la formation d'un plan d'ensemble, en plongée aussi, qui dévoile toute la pièce et toute l'horreur. Je dirais même que la musique annonce ce qu'on va voir. Dans Requiem for a Dream, ces notes sont liées à la douleur, à l'horreur comme tu dis. Alors que la caméra se prépare à tout nous montrer, se plaçant au sommet de la pièce, à la manière d'une caméra de surveillance en quelque sorte. On sait que ce que l'on va voir va être terrible. Et pourtant, on ne détourne pas le regard. Déjà parce que l'on sait, et surtout parce que les affreuses choses que nous montre Darren Aronofsky nous dégoûtent. Mais tels des voyeurs, on se complaît à les regarder pour le frisson. Mais là où ce plan s'avère plus puissant que le célèbre insert de la seringue dans la plaie infectée, c'est qu'il n'est pas si ignoble. Bon, on a sous les yeux un mec amputé, mais pas de chair à vif, pas de sang. Il est bandé, en sécurité, hors de danger. Mais ainsi on ne peut plus que contempler notre propre impuissance vis-à-vis des personnages. Ça y est, c'est fait, il a perdu son bras. On l'a à peine vu, on arrive quand c'est fini, la tragédie est accomplie comme elle devait s'accomplir, et personne n'a rien pu faire. Cette impuissance est décuplée par le mouvement de caméra, je trouve. Les faits se dévoilent lentement et on ne peut rien faire, alors que tout se forme, tout se montre progressivement devant nos yeux. Et je trouve ça d'autant plus percutant que les plans de haut ainsi sont plutôt rares dans le film. Ils ne servent en général qu'à montrer les personnages allongés. Et là, on ne peut s'empêcher de le mettre en parallèle avec le plan culte de Harry et sa copine allongés l'un à côté de l'autre, drogués certes, mais paisibles et encore heureux. Maintenant, Harry est seul et malheureux. Ces plans servent un peu de constat d'une certaine manière. Au début, ils montrent que les personnages sont plutôt bien, et à la fin, ils signifient qu'ils sont tout seuls. Après ce plan suivent trois plans tout à fait similaires, montrant chacun des personnages dans sa situation désormais. La copine de Harry allongée sur le canapé, serrant la came qu'elle a obtenue en se souillant. Tyrone, son ami, seul dans une prison en repensant à sa mère. Et Sarah Goldfarb dans son lit d'hôpital, rêvant de plateau télé. Les quatre personnages se recroquevillent sur eux-mêmes en position fétale en fait. Jared Leto aussi, regarde comme il plie sa jambe. Il veut lui aussi se réfugier dans ses souvenirs, dans une position d'enfance apaisante, mais il est bloqué par son atrophie. Et il n'en paraît que plus monstrueux.
Le grand angle qui permet de filmer la pièce entière déforme légèrement, je trouve. Son corps étendu ne me semble pas naturel. D'une part, il y a son bras manquant, bien sûr, et d'autre, j'ai l'impression que ses jambes sont étonnamment longues, au point qu'il ne peut plus les replier contre son torse. Et son bras droit, encastré pour ne pas dépasser du lit et immobile. Son corps est malade, inconfortable. Il traduit toute sa souffrance en fait. En parallèle d'un visage décomposé de tristesse, il y a un corps morcelé qui grimace lui aussi. Tout ça à cause du manque. La drogue. Non, elle. Marion, son amoureuse. On a souvent tendance à dire que Requiem for a Dream est un film de drogue, et que si Darren Aronofsky voulait montrer autre chose, il fallait mieux s'y prendre. Mais en fait, je suis pas du tout d'accord. Je veux dire, quand on voit ce plan, elle est où la coke, l'héros? Bon, la mutilation peut rappeler cet écart, mais je pense que dans le cas d'Harry, il s'agit d'autre chose. Pourquoi pleure-t-il? Parce qu'il sait que Marion ne viendra pas, qu'il ne la reverra plus. C'est vrai que c'est étonnant. Il se fiche de son amputation. On dirait presque qu'il n'y pense pas, qu'il ne la regarde pas. Ce qui a infesté entièrement son esprit, c'est elle. C'est elle sa drogue. Tant qu'à s'aventurer dans des métaphores douteuses. Je dirais même plus, le bras en moins. Ça peut être aussi le symbole qu'il lui manque quelque chose, qu'il a perdu quelque chose physiquement en la perdant elle dans sa vie. D'ailleurs, l'infirmière présente à son côté rappelle son désir d'une présence féminine. Elle lui pose une main affective sur le genou, mais c'est comme si elle n'était pas là. À cause de la déformation due à l'objectif, elle paraît excessivement éloignée de son visage, et à cause de la plongée, sa position assise lui donne l'air d'être beaucoup plus grande. On dirait qu'ils ne sont pas à la même échelle. Ils se touchent, mais sont en décalage. Cet effet insiste, au fond, sur la solitude écrasante du personnage, je trouve. Déjà, dans cette pièce, au décor totalement dépouillé, il n'y a que du vide et lui dans ce grand lit blanc, et il n'est qu'un pauvre ver dans un cocon, hermétique à tout désormais, incapable même de communiquer corporellement avec la femme présente. Et d'ailleurs, on l'entend quand il essaye de parler, qu'on ne comprend rien noyé dans les sanglots. Et avec cette photographie assez sale, avec du grain, des couleurs ternes, sans trop de consistance, pas très jolie même au fond, on est noyé dans une ambiance malsaine et pauvre, où plus rien n'est beau, où tout est triste. T'as tout à fait raison, ce qu'on voit là, c'est la solitude des individus qui se raccrochent à n'importe quelle addiction pour survivre dans la jungle américaine. Ce que je vois là, c'est que Requiem for a Dream est un film social. Un film bien évidemment sur la drogue, et puis aussi sur les cartels new-yorkais qui s'entretuent, sur la misère des plus démunis. Mais aussi un film qui parle d'une histoire d'amour, de deux êtres qui se sont perdus, qui vont devoir vivre l'un sans l'autre et se trouver de nouvelles addictions. Oui, c'est sûr que quand on le dit comme ça fait un peu moins bourrin. C'est pour ça que normalement, c'est là que je pleure. Dans Requiem for a Dream, ces notes sont liées à la douleur. Bah quoi? Mais pourquoi tu reprends là? Bah je t'ai dit que je reprenais une phrase plus tôt. Ok. Mais je croyais que j'avais raté à cause de toi. Sorcière. Ok. Ça filme toujours, attends. Oui. Filme pas, ça enregistre. Putain. Qu'une salope. Donc, Requiem for a Dream, ces notes sont liées à la douleur. Tiens, c'est vrai, c'est ce que je le dis. Pourtant, on m'a interrompu. Quelque chose ne devait pas aller. L'atmosphère, je pense. Ah, la porte grince. Voilà, dans Requiem for a Dream, ces notes sont liées à la douleur. Alors, comme